Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Réaction du directeur de la Poste du Bénin suite à la critique des centrales syndicales de sa gestion. Parfait Aglonon se défend et parle de rigueur pour redresser la société dont il a la charge. L'Association béninoise du droit au développement renforce la garde contre la discrimination liée au VIH-Sida. Elle évalue l'impact du projet en cours contre le phénomène. Objectif, mieux ajuster les stratégies de lutte. Et puis 11 mai, date anniversaire du décès de Bob Marley, le roi du reggae, reste toujours gravé dans la mémoire de ses fans. Quel type de modèle Bob Marley représente pour la jeunesse? À suivre le reportage de Apollinaire Agoïno. À nouveau, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. On part pour la présidence. 4 projets de décrets et 8 communications étaient au menu du Conseil des ministres de ce mercredi. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, présidée par le chef de l'État, s'est notamment penchée sur le projet de réforme du système éducatif, le projet de création d'une zone franche du savoir et de l'innovation, mais également sur la levée de la suspension de la commercialisation du bois d'œuvre, du bois de feu et du charbon de bois. L'essentiel de cette décision a été rendu public par le ministre d'État, Pascal Irénée Koupaki, lors de son traditionnel point de presse. Suivez un extrait de ses propos au micro de Renaud Akapo. L'une des ambitions du chef de l'État, tel que cela ressort de son projet de société, est de reconstruire notre système éducatif en phase avec la nouvelle dynamique de développement. À cet égard, le Conseil a institué un comité technique chargé de la mise en œuvre et du suivi des réformes de l'administration du système éducatif. Le Conseil des ministres a pris un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité technique de mise en œuvre et de suivi des réformes de l'administration du système éducatif. Ce comité technique dispose de 45 jours pour déposer les conclusions de ses travaux. Le chef de l'État a prévu dans son projet de société la création d'une zone franche du savoir et de l'innovation. Le but visé par la zone franche du savoir et de l'innovation est de développer les filières d'enseignement, de recherche scientifique et d'innovation de pointe. Cette zone permettra aux jeunes entrepreneurs de chez nous de bénéficier d'accompagnement, d'incubation et d'appui financier pour démarrer des projets innovants. C'est pour démarrer l'opérationnalisation de cette ambition qui participe à la création de l'emploi que le Conseil a pris un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de pilotage pour la mise en œuvre de la zone franche du savoir et de l'innovation. Le comité de pilotage déposera son rapport dans un mois. La commercialisation sur le territoire national de bois d'œuvre, de bois de feu et de charbon de bois est autorisée jusqu'à la mise en place de nouvelles directives dans le secteur. Les permis de circulation exigés pour le transport des produits forestiers à des fins de consommation exclusivement nationales sont suspendus. Les opérations de débardage et de vidange de bois abattus, également aux fins de consommation exclusivement nationale, sont autorisées à titre provisoire. Le Conseil des ministres réaffirme l'interdiction ferme de l'exportation de tout produit
forestiers jusqu'à nouvel ordre. On quitte la marina pour la Poste du Bénin. Le directeur de la Poste du Bénin se défend. Il réagit face à la supposée gestion dictatoriale de son personnel, encore dénoncée par le syndicat. Parfait Aglonon parle, lui, de rigueur pour redresser la société dont il a la charge. Il est au micro de Samuel Adimi et Augustin Godou. Est-ce que vous voyez des choses qui ne marchent pas et que vous ne comprenez pas, vous demandez ce qui se passe. Et c'est quand la situation est faite et que vous identifiez des fautes que vous sanctionnez. Donc, je donne des temps pour comprendre. Mais lorsqu'il n'y a pas de déviance, je ne sanctionne pas. Mais lorsqu'il y a des déviances, je sanctionne. Ceux que j'ai sanctionnés, c'est ceux qui ont volé ou bien c'est ceux qui n'ont pas travaillé. Le seul syndicaliste, par exemple, à qui j'ai infligé une mise à pied, c'est que ce syndicaliste a saboté un processus de certification à la norme ISO pendant que toute l'entreprise est mobilisée pour conduire un processus de certification qui a son thème. Et pendant que l'expert certificateur est là, il rentre dans la salle, il va déposer à l'expert un tract pour dire que non, rien ne marche ici. Mais par rapport à ça, je dis non, ce n'est pas le rôle du syndicaliste, ça. Le rôle du syndicaliste est de défendre d'abord les intérêts du travailleur et l'image de l'entreprise. Vous ne pouvez pas tuer l'entreprise en disant que vous faites du syndicalisme. Et à ça, je lui ai donné une mise à pied. Et ça, c'est mon rôle. Et même demain, si ça se faisait, je vais le reprendre. Et je crois aussi qu'on ne peut rien faire de bon sans un minimum de rigueur et de travail bien fait. Et pour moi, c'est les deux piliers essentiels de réussite. Donc, dans cette entreprise, ce que nous valorisons, c'est le travail bien fait et la discipline. Donc, ceux qui travaillent bien, nous les valorisons, nous les félicitons. Mais ceux qui ne veulent pas travailler et qui sont dans le vol et qui sont dans la paresse, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités parce que, vous savez, nous sommes là pour redresser une entreprise qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les plus sont là, elle est en train de se redresser réellement. Et en sanctionnant ceux qui volent, ceux qui ne travaillent pas, est-ce que ça c'est de la dictature? Je ne pense pas. C'est ce qu'il faut pour que les choses marchent. Un tour chez les syndicalistes, la commission chargée des réformes politiques et celle de vérification de la régularité des concours dits frauduleux sont connues, mais quelle lecture en font les centrales syndicales? Dans leur analyse, un sentiment de mécontentement se dégage pour plusieurs raisons. Brice Thibozo et Jean-Claude James nous proposent quelques extraits de leur réaction. Regardez. Ce que nous, secrétaires généraux, nous déplorons, c'est qu'on n'a pas accordé une petite place aux centrales syndicales, aux gens de la presse. Parce que si nous sommes aujourd'hui là, c'est la bataille conjuguée, menée, la synergie entre les partenaires sociaux, les syndicalistes que nous sommes, et, n'est-ce pas, les hommes de la presse. C'est cela qui a permis que notre démocratie soit debout. Nous estimons que le syndicat devrait être là. La presse crédible devrait être là. Et enfin, la société civile crédible. Parce qu'il y a des sociétés civiles animées par des hommes politiques. Mes chers amis, l'affaire de concours frauduleux, ce n'est pas ceux qui sont dans ce comité-là qui ont dénoncé ces concours frauduleux. Nous autres, nous avons laissé notre poitrine pour que les gens nous abattent. Mais nous continuons de défendre les intérêts des plus pauvres. Ce que nous faisons, c'est des combats citoyens pour permettre aux paysans de Tchoubi-Tchoumi que son enfant ait droit à l'emploi public. Ce n'est pas en faisant des critiques au président Talon qu'on est forcément son ennemi. Celui qui vous dit la vérité, je crois qu'il vous met sur le bon chemin.
Et cette mauvaise nouvelle, le Bénin est provisoirement hors de la liste des membres de la Fédération internationale de football association FIFA. Le congrès de la FIFA a pris la décision de suspendre le Bénin de ses activités le lundi 9 mai 2016. C'est la conséquence de la crise qui secoue le football béninois depuis près de 20 ans. Gabriel Afouda peut plus de précision. Le Bénin est suspendu par la Fédération internationale de football association. Par une correspondance en date du 9 mai 2016, la FIFA suspend la Fédération béninoise de football de toutes ses activités avec effet immédiat. Une décision motivée par l'ingérence de la justice locale dans les affaires du football. Le 1er avril 2016, le tribunal de première instance de première classe de Porto Novo ordonne la suspension du congrès électif de la Fédération béninoise de football prévu pour se tenir les 4 avril et 4 mai 2016. Une décision qui viole les articles 14 et 19 des statuts de la FIFA. Alors, la sanction tombe et la suspension ne sera levée qu'après l'installation d'un nouveau comité exécutif de la FBF issu de la liste unique encore en compétition, celle intitulée Consensus national pour un nouveau départ, présidée par Anjorin Moucharaf. Cette énième suspension fait rappeler que la crise du football béninois a commencé depuis les années 98 avec la dissolution de la fédération par le ministre en charge des sports d'alors, Christian Laïndé. Était installé alors un comité provisoire de gestion du football. En 2001, un nouveau comité exécutif s'installe. Il est dirigé par Martin Adjagodo avec Anjorin Moucharaf comme premier vice-président. La crise monte en puissance et Adjagodo est remplacé par son ancien vice-président en 2005. En 2013, Moucharaf Anjorin renonce à sa candidature à la tête de la fédération et son ancien trésorier général, Augustin Awanvo-Ebla, devient le président du comité exécutif. En 2014, les équipes nationales de catégorie d'âge sont suspendues pour 2 ans. La crise s'amplifie, le gouvernement retire l'agrément au comité exécutif. On installe alors le comité de normalisation. La machine de ce dernier est bloquée par la guerre de leadership. Conséquence, le Bénin est encore suspendu. Les acteurs sportifs à divers niveaux sont les victimes et ils s'en remettent certainement au gouvernement béninois. Vivement que la rupture et le nouveau départ s'appliquent au football béninois qui doit cesser de faire parler de lui uniquement en termes de crise. Et une interrogation, quelle appréciation les Béninois de ces suspensions écopées de la FIFA? Mathieu Sokenou et Hugues Zissozonon ont promené micro et caméra pour recueillir les propos de quelques citoyens à Cotonou. La suspension du Bénin, je crois que c'est bien. C'est bien. Parce que si c'est Anjorin qui va encore redevenir encore président de la fédération de football, là, je crois que la FIFA n'a qu'à sanctionner le Bénin. Ça, il n'y a rien à dire. Anjorin, tout ce que lui a fait maintenant, il va encore revenir à la tête de la fédération. Non, tout sauf Anjorin Moucharaf. Vraiment, la FIFA nous a montré qu'elle n'est pas dans son droit. Parce que nous les Béninois, on en a marre. Pour cette fois-ci, pour cette suspension, moi je dis, si Anjorin Moucharaf qui va rester à la tête de cette fédération, nous sommes d'accord. C'est nous les Béninois, c'est nous-mêmes qui allons établir notre loi sur la fédération. Ce n'est pas la fédération qui va nous établir, qui va nous dire, qui va nous élire la personne qui veut. Dans des pays africains, il y a des commissions qu'on a mis partout, même au Guinée par-ci par-là, il y a des commissions qu'on la CAF a mis pour gérer la crise des fédérations. Mais ce n'est pas seulement au Bénin. Mais ne voyons pas Anjorin. Mais vous êtes là et l'homme est plus intelligent que vous. Mais je demande très respectueusement au président Talon de donner des instructions à son ministre de la Jeunesse, de ne même pas se mêler dedans, de laisser la CAF agir. Mais la politique et la FIFA, c'est autre chose. Cette affaire de suspension de football, surtout dans notre province, ça a trop duré. Bientôt une décennie, je vais dire. Le Bénin s'asseye, que nous acceptions cette suspension pour pouvoir relever notre football, pour ne plus avoir ces problèmes de personnes, de querelles. Malheureusement, derrière nos différentes équipes qui sont engagées dans les différents tournois africains, la compétition s'arrête pour elles. On remarque que c'est la FIFA
qui s'initie maintenant dans les affaires du Bénin. Et si c'est possible, c'est vrai que c'est évident que ce n'est pas possible. Eh bien, autre actualité, l'association béninoise du droit au développement évalue les résultats de l'impact de projets pour l'élimination des barrières de stigmatisation et de la discrimination liées au VIH-Sida au Bénin. Il s'agit de mesurer les résultats obtenus afin d'envisager la suite donc des actions à mener pour mieux réduire le phénomène. Alain Dosurvo, il va vous le préciser. S'il existe un mal dont souffrent le plus les personnes vivant avec le VIH, c'est bel et bien la discrimination. Et pour aider cette couche de la population à mieux vivre avec cette maladie, l'Association béninoise de droit du développement ABDD a voulu contribuer à l'élimination des barrières de la discrimination et les stigmatisations liées au VIH qui constituent entre autres pour elle un défi à relever. La phase 2 de ce projet pilote élaboré dans ce sens a été conduit avec succès. L'un des succès de cette phase est l'éligibilité de l'ABDD à la subvention du Fonds mondial pour la période 2016 à 2017. Le rapport de l'enquête Stigma est donc un véritable outil de plaidoyer pour l'offre de services juridiques en faveur de ces personnes et voire même des populations clés en général qui subissent les mêmes formes de discrimination et de stigmatisation. Ce projet, qui avait démarré en 2009 dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, s'est étendu sur le territoire du Sud Bénin en fournissant assistance juridique aux bénéficiaires de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida et Porto Novo, et en faisant de l'ABDD une figure incontournable au Bénin sur les questions d'assistance juridique liées au VIH. En procédant à l'ouverture des travaux de cette consultation, le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida, CNLS, s'est réjoui des résultats obtenus par ce projet. Le plan stratégique de lutte contre le VIH et le sida en cours, dans sa conception, vise à optimiser et à amplifier la réponse nationale afin d'accélérer l'accès universel aux services de prévention, de soins et de soutien. Ce cadre qui constitue la référence des interventions en matière de lutte contre le VIH et le sida au Bénin intègre les principes stratégiques recommandés par l'OMS et l'ONU-SIDA. Cette rencontre a permis aux participants représentant des structures œuvrant dans la lutte contre le VIH de partager leurs expériences afin de capitaliser les acquis dans ce domaine. La 3e édition du salon Agri-Finance est ouverte ce mercredi 11 mai. Ce salon a pour objectif principal d'amener les institutions financières à soutenir les activités agricoles pour le développement du secteur. Awa Chérif, Francis Faton. Le monde agricole et financier au salon Agri-Finance, un espace d'échange et d'opportunités pour les producteurs agricoles. Ce salon donne l'occasion aux institutions financières de s'intéresser aux agriculteurs. Les institutions financières, vous les voyez, elles sont nombreuses ici, les banques, les IMF, et la compagnie d'assurance. Donc, ils se rencontrent pour échanger sur les contraintes liées à la fiscalité agricole, les contraintes liées à l'assurance agricole, les contraintes liées au crédit, à la gestion des crédits, à la production, à la transformation et autres. Donc ça permet aux financiers de pouvoir se rendre compte que, au fait, le monde agricole, c'est un monde à part et pour lequel il faut adapter les produits financiers, les crédits. Donc on ne peut pas faire un crédit aux promoteurs agricoles pour dire que dès demain ou bien à la fin du mois, il faut commencer par rembourser comme on peut faire un crédit aux fonctionnaires ou bien à un commerçant. Partenaires techniques et financiers accompagnent l'initiative pour le développement du secteur agricole. Les institutions financières exposent leurs conditions d'accès au crédit. C'est le cas du FNPEJ. Le crédit maximum qu'on peut avoir, c'est 5 millions. Et la durée de remboursement, 3 ans. Et le jeune est pris en charge d'abord par des structures qui travaillent dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Nous avons le PPEA par exemple, il y a le BPC par exemple. Et après cela, le jeune est mis à la disposition des structures de microfinance avec son plan d'affaires et le plan d'affaires est étudié. Et les fonds sont mis à la disposition de ces structures de microfinance pour que cette structure finance le jeune. Cette rencontre apparaît également comme un coup de pouce pour les participants.
surtout qui encourage les producteurs de chez nous à vraiment continuer pour que les produits de chez nous ne soient pas, comment je vais dire, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas privilégier plus les produits d'ailleurs, mais qu'on puisse privilégier les produits de chez nous. Le salon Agrifinance ouvre ses portes aux institutions financières et aux producteurs agricoles jusqu'à vendredi. Voyons à présent cette actualité liée au scanner de l'aéroport de Tourou. Une délégation du ministère des Infrastructures et des Travaux était hier à Parakou. Objectif, expliquer les tenants et aboutissants de l'opération déplacement de provisoire du scanner de l'aéroport de Tourou. Les détails avec William Aguiar et Alexis Assowa. Une séance d'explication qui fait suite aux informations relatives aux grogne répétées au sujet d'un scanner de l'aéroport de Tourou, officiellement déplacé pour des fins techniques, mais que faiseurs d'opinion sages et notables de la ville de Parakou qualifient d'enlèvement frauduleux. Une suite logique selon eux d'une série d'actions tendant à mettre fin aux travaux. Venir enlever un scanner à bagages qui n'a même pas encore connu sa réception provisoire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous tenons d'abord à remercier son Excellence le Président Patrice Talon pour cette mission qu'il a dépêchée sur Parakou. Nous le remercions et nous lui réitérons notre soutien. Cet aéroport est une identité pour la ville de Parakou. Et donc, toutes les couches de la population sont attachées à cet aéroport. Pour nous, c'était une opération ordinaire. Parce que le scanner, quand ça ne tourne pas, ça se gâte. Ce scanner va revenir. Et ça, je voudrais que les leaders d'opinion soient rassurés. À mi-juin, ce scanner va revenir à Tourou. La veille citoyenne sera renforcée pour suivre de près les travaux de cet aéroport, promet Amadou Issifou, député à l'Assemblée nationale. Je pense qu'à l'heure là, nous sommes rassurés. Et nous allons suivre jusqu'au retour effectif de notre scanner à Parakou. Nous allons tout faire pour demander une audience avec le maire de Parakou auprès du chef de l'État pour que le reste des travaux en si peu de temps puissent devenir une réalité. Plusieurs raisons militent en faveur de la poursuite des travaux et le gouvernement en est conscient, a rassuré le directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports. Il n'y a aucune inquiétude sur l'évolution du chantier. L'aéroport de Tourou constitue une grande chance de développement pour le Bénin. À cause de ce grand voisin nigérien, l'aéroport de Tourou ne connaîtra pas cet arrêt dont vous parlez. Une visite guidée sur l'aéroport et des chantiers en cours d'exécution a permis aux populations de se convaincre de la poursuite des travaux. Un tour chez les flics à Cotonou. Débat ce matin à l'école supérieure de police nationale à Zobo. C'était un balai de 15 soutenances pour l'obtention du diplôme d'études supérieures appliquées de police. C'est au thème de 6 mois de cours théoriques et 3 mois de recherche autour des questions de sécurité intérieure et de sécurité des frontières. Clotaire Ouekou et Francis Faton pour les détails. Il arrive malgré tout des manquements qui se produisent de la part du fonctionnaire. Des ressources humaines de qualité pour une sécurité intérieure, une sécurité des frontières assurée. C'est à l'aune d'un renforcement des capacités par un cycle de formation continue. C'est la mission qu'accomplit depuis 15 ans l'École nationale supérieure de la police nationale qui sort sa 5e promotion de 15 auditeurs. 15 auditeurs qui, durant 4 jours, vont faire montre de savoir des questions de sécurité, de terrorisme, de cybercriminalité, de renseignements généraux, d'administration policière. C'est le fruit de 6 mois de cours théoriques et 3 mois de recherche avec en point de mire un diplôme d'études supérieures appliquées de police. Face aux défis sécuritaires qui pointent à l'horizon, la police nationale a besoin des cadres susceptibles d'insuffler des mutations scientifiques au comportement de son personnel. C'est pourquoi le diplôme d'études supérieures appliquées de police, de ZAP, a toujours retenu l'attention du législateur et du pouvoir exécutif en ce qui concerne les statuts régissant les personnels de la police nationale. Le diplôme d'études supérieures de police appliquée est le plus grand diplôme professionnel de la police nationale. Son importance dans la carrière professionnelle des fonctionnaires de police est constamment mise en exergue, si bien que le législateur, à travers
les deux statuts de la police nationale a fait de l'obtention de ce diplôme la condition sine qua non pour accéder au grade de commissaire divisionnaire de police. Le premier à tenir le crachoir de ce balai de soutenance, c'est le commissaire principal de police, Lambert Capoin-Aglo, actuel commissaire central de Cotonou. Contentieux de la faute personnelle du fonctionnaire de la police nationale est le thème de cette soutenance inaugurale. Un tour à Porto Novo, il a tenu en fin de semaine écoulée sa première réunion de l'année. Lui, c'est le comité directeur de l'ASNAP Bénin, l'Association nationale des anciens parlementaires du pays. Au menu de la rencontre, la contribution de l'ASNAP Bénin à la mise en œuvre du nouveau départ. Guillaume Aviano pour les détails. Des anciens députés au Parlement. Ils prennent part à la première réunion du comité directeur de l'ASNAP Bénin, l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin, au titre de l'année en cours. Une rencontre qui se tient entre deux assemblées générales, marquée par l'avènement du nouveau départ. La nouvelle équipe qui dirige le pays a parlé de rupture, de nouveau départ. Il faudrait que les anciens parlementaires aussi s'asseyent, réfléchissent à tout ce nouveau concept qu'on nous apporte. Donc, c'est une réunion d'une importance capitale que nous tenons aujourd'hui. Et comme nous l'avons annoncé dans le discours d'ouverture, de grandes orientations seront données à nos activités pour les 3 prochaines années. À l'ouverture des présents travaux, l'ASNAP Bénin a fustigé le fait d'avoir été écarté du débat sur les réformes institutionnelles annoncées par les nouvelles autorités du pays. Pour venir à l'Assemblée nationale, ce n'est pas des désignations, c'est le peuple qui vous choisit. Ce sont de grandes élections que l'on organise et ceux qui sont élus siègent pour un certain nombre d'années pour voter les lois qui régissent notre pays. Donc ceux qui ont déjà eu à assumer cette haute et noble fonction, ils ont leur place, ils ont encore leur mot à dire par rapport à tout ce qui concerne la vie de notre pays. Après cette réunion des membres du comité directeur de l'ASNAP Bénin, les anciens parlementaires devraient se voir en assemblée générale. Sa date n'a pas encore été fixée. Sur ce même registre, célébration différée de la fête du 1er mai à l'Assemblée nationale, la célébration qui a mobilisé personnel du Parlement, responsable de confédérations syndicales et membres du bureau, a été une occasion pour le SINAPA de formuler des doléances. Le point de la célébration dans ce reportage signé Olive Osogoé. La Journée internationale du travail à l'Assemblée nationale, édition 2016, est célébrée autour du thème « La Caisse nationale de sécurité sociale, opportunité de services pour le personnel parlementaire ». Comme en de pareilles occasions, le secrétaire général du SINAPA, Assemblée nationale, présente les doléances du personnel avant d'inviter ses camarades au travail afin que reviennent dans l'administration parlementaire les valeurs fondamentales telles que la solidarité, la liberté, l'égalité, la fraternité et la justice. Le travail doit être pour nous une source de satisfaction. Le fait d'en avoir un, dans une époque où il est inégalement réparti, représente certes en soi un privilège dont bon nombre de Béninois sont privés aujourd'hui. La fête du 1er mai, symbole des luttes et revendications des travailleurs des années 80, ne devrait se limiter aux réjouissances, mais doit être un moment de réflexion pour la consolidation des droits acquis. Nous avons de nouvelles missions pour rétablir l'indispensable confiance collective. Bien sûr, il nous faut intégrer des changements technologiques, des transformations sociales, mais dans des conditions de grande transparence. Après en avoir parlé ensemble et dans des conditions de stricte égalité. À travers le message du secrétaire général du SINAPA, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées. Elles sont certainement pertinentes, mais il est nécessaire de les examiner avec attention, de les étudier de manière objective et réaliste en vue de leur prise en compte. Était également à cette célébration le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin,
CSTB, pour qui seule la détermination peut permettre aux travailleurs béninois d'obtenir gain de cause. Actualité hors du Bénin à présent, le président congolais Joseph Kabila pourra rester en fonction au-delà du terme de son mandat fin 2016. La Cour constitutionnelle l'a autorisé ce mercredi. Voilà, entre autres sujets que nous propose dans cette compilation signée Samuel Adimi, Ibrahim Lawani. Le Nigeria ne demande pas d'excuses au Premier ministre britannique David Cameron pour avoir qualifié le géant africain d'extraordinairement corrompu. Il réclame plutôt le retour d'actifs frauduleux cachés au Royaume-Uni par des Nigérians. Le Premier ministre britannique David Cameron avait plutôt cette semaine glissé à la reine Elisabeth II lors d'une réception à Buckingham Palace que des dirigeants de plusieurs pays extraordinairement corrompus étaient attendus à Londres. Le Nigeria et l'Afghanistan, peut-être les deux pays les plus corrompus du monde, avait déclaré David Cameron. Bien avant l'arrivée de ce gouvernement, le Royaume-Uni a pris l'initiative d'arrêter les anciens gouverneurs de certains États du Nigeria. L'un d'entre eux a même dû se déguiser en femme pour quitter le Royaume-Uni en y laissant son compte bancaire et d'autres biens. Arrivé au pouvoir il y a un an, le président Buhari, connu pour sa poigne de fer, a promis de mener une lutte acharnée contre la corruption endémique qui gangrène la première puissance économique d'Afrique. Il s'est engagé à retrouver les sommes astronomiques dérobées par la classe dirigeante depuis des décennies. Selon le dernier classement de l'ONG anticorruption Transparency International des pays les plus corrompus, l'Afghanistan est particulièrement mal classé, 166e sur 168, et le Nigeria figure à la 136e place. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon termine sa visite mercredi de 2 jours à Madagascar. Lors d'un discours à l'Assemblée nationale, le chef des Nations Unies s'est dit préoccupé par la généralisation de la pauvreté sur l'île. Il promet que le soutien de l'ONU à la jeunesse ne fera pas défaut. La généralisation de la pauvreté est préoccupante. L'accès à l'eau est l'un des plus difficiles au monde. Ensemble, nous nous efforçons de donner aux jeunes de ce grand pays les moyens de se prendre en charge. Un attentat suicide a fait près de 90 morts mercredi près d'un marché à Bagdad, selon un dernier bilan. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué aussitôt l'attentat. Dans un communiqué mis en ligne sur Internet, l'organisation ultra-radicale sunnite a indiqué qu'un de ses kamikazes, identifié comme Abu Suleiman al-Ansari, a fait exploser sa voiture piégée dans le quartier chiite de Sadr City. Un camion qui a tenté d'abord de pénétrer dans le marché, mais les policiers lui ont interdit de s'approcher et ont demandé au conducteur de rebrousser chemin. Mais le camion a trouvé une autre entrée et a explosé dans le marché. Les gens et les vendeurs ici sont des civils innocents. Les politiciens sont responsables de l'explosion et les gens sont les victimes de leur querelle. Les politiciens disent que l'armée et les forces de l'ordre ne font pas suffisamment bien leur travail, mais en fait, ce sont eux les responsables. Le président congolais Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter, pourra rester en fonction au-delà du terme de son mandat fin 2016. Ce cas de figure est possible si l'élection présidentielle censée avoir lieu cette année n'est pas organisée. La Cour constitutionnelle du pays est d'ailleurs favorable à cette option. Elle a rendu un arrêt dans ce sens ce mercredi. La Cour, qui siégeait en audience à Kinshasa, répondait à une requête en interprétation déposée par la majorité alors que la perspective de la tenue du scrutin en 2016 s'éloigne chaque jour davantage. La requête déposée par la majorité présidentielle demandait précisément à la Cour constitutionnelle de statuer sur le sort du président en cas de non-tenue de l'élection avant la fin du mandat du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Eh bien, ce 11 mai, dans la date anniversaire du décès de Bob Marley, le roi du reggae reste toujours gravé dans la mémoire de ses fans. Quel type de modèle Bob Marley représente pour la jeunesse? Vous aurez l'élément dans notre édition de 23h30.
Le programme prévoit à 21h le point du Conseil des ministres et à 21h30 un documentaire sur l'appui aux enfants exclus du système éducatif. Et à partir de 22h, les feuilletons Les choix de l'amour et La fille de ma mère. Prenez le rendez-vous du journal de la nuit à partir de 23h30 avec Héloïse Winaton. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.